D'abord, c'est vraiment chouette d'être ici. Et je suis ici parce que je pense qu'il n'y a pas de thème plus important pour un chef d'entreprise que de discuter de ces sujets-là. Et donc, c'est un honneur d'être là. Et c'est un peu impressionnant aussi d'être parmi vous pour traiter d'un sujet si important. D'autant plus que moi, je suis pas un économiste, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un théologien. Je suis juste à la tête d'une entreprise. Alors, d'une entreprise assez unique. Assez unique. Et c'est d'ailleurs une histoire magnifique que je vais partager pendant quelques instants avec vous, parce que j'espère qu'elle va vous inspirer. C'est l'histoire d'une belle success story française, créée par un fondateur visionnaire qui était avant-gardiste, qui croyait avant l'heure à un capitalisme fondamentalement responsable. Et c'est les racines de Sodexo qui font aujourd'hui que, je crois, qui font aujourd'hui que voilà, les 460 000 salariés du groupe veillent chaque jour à la qualité de vie des gens que nous servons dans les 70 pays dans lesquels on opère, et avec beaucoup de passion. Voilà. Et alors, je passerai aussi un deuxième message qui est cette impérative nécessité que nous avons de construire ensemble un capitalisme responsable à grande échelle, un capitalisme responsable qui se construit sur une croissance raisonnée, une croissance porteur de sens. Et le premier sens pour nous, c'est l'humain. Voilà. Alors Sodexo, pour vous en dire 3 mots, Sodexo, c'est donc une histoire magnifique, une vision fondatrice, puisque Pierre Bellon a inscrit la responsabilité sociétale de l'entreprise dès sa création, dès 1966. Il crée l'entreprise en 1966, et en 1968, il est à l'époque président du CJD, voilà, que j'ai vu là, sur la slide de départ, et il dit dans une convention du CJD, l'entreprise n'est pas l'entreprise est la communauté de ses salariés, de ses clients et de ses actionnaires. C'était il y a 50 ans. Alors aujourd'hui, on en parle avec la loi Pacte, merci Roland Lescure, mais lui, il l'avait vu il y a 50 ans. Et donc on pourrait dire que si Pierre Bellon si à l'époque ça existait, il aurait créé une Bicorp. Voilà. En 66-68. Et non seulement il fait ça, mais 50 ans avant la loi Pacte, il dote l'entreprise d'une mission et il l'édicte clairement. C'est une double mission. Améliorer la qualité de vie de nos salariés et des gens que nous servons et contribuer au développement économique, social et environnemental. Le mot environnemental viendra plutôt dans les années 90. Mais développement économique, social, environnemental des communautés partout où nous opérons. Et donc, c'est cette vision de la communauté, de cette entreprise inclusive qui a éclairé le développement de Sodexo depuis le départ. Et ça rejoint ce que disait Laurence tout à l'heure, l'entreprise, elle est un moyen de faire quelque chose, et pas uniquement une fin à générer des profits. Et à partir du moment où votre fondateur conçoit l'entreprise comme une entreprise inclusive, non prédatrice, eh bien, il s'est posé la question de dire comment est-ce que j'arrive à réconcilier les intérêts parfois divergents, justement, des parties prenantes. Et il répond, c'est la croissance. Parce que la croissance permettra de satisfaire les intérêts de toutes les parties prenantes. Et aujourd'hui, on voit encore la croissance, non seulement, évidemment, comme un indicateur de performance, un indicateur de la pertinence de nos services auprès des femmes et hommes que nous servons, mais aussi comme un indicateur du fait qu'on est capable de faire un bon business d'une belle façon, c'est-à-dire justement respectueuse des parties prenantes qui sont autour de nous. Alors, si on revient un peu à la qualité de vie, je voudrais bien l'associer à la responsabilité sociétale, justement, parce que améliorer la qualité de vie des gens que nous servons, c'est bien entendu, prendre soin des autres. Et prendre soin des autres, on le fait au quotidien, auprès des élèves dans les écoles, des salariés dans les entreprises, des patients dans les hôpitaux, des étudiants dans les universités. Et on le fait au quotidien parce qu'on répond à des besoins vitaux de chaque jour. Évidemment, vous savez qu'on fait de la restauration.
Et donc, nourrir les gens autour de nous, c'est notre vocation. Et elle a d'autant plus de sens quand on le fait dans des écoles, des quartiers prioritaires, où parfois, dans certaines familles défavorisées, le repas que nous servons le midi est le seul repas de la journée. Et ça, je peux vous dire que ça vous oblige. Un besoin quotidien aussi, c'est le besoin de lien social. Et ça, ce besoin de la social, on l'alimente dans les campus, dans les universités aux États-Unis, quand on aide à réduire l'isolement des étudiants qui sont loin de leur famille et qui créent du décrochage. On aide, ce lien social, on le crée quand on accompagne les seniors à domicile et on leur évite aussi l'isolement. Quand on accompagne dans les mines au Chili ou au Pérou des travailleurs qui sont loin de leur famille. Et alors, on le fait, et on le fait avec d'autant plus de puissance que nous sommes profondément intégrés dans les communautés partout où on opère. J'ai souvent une petite fierté à dire qu'il y a plus de sites Sodexo dans le monde que de Starbucks dans le monde. Et Dieu sait s'il y en a quand même des Starbucks. Hein. Il y a 29 000, je crois, Starbucks dans le monde, et nous, on a 35 000 sites. Alors, ça veut dire que c'est un peu compliqué à gérer des fois, parce que c'est une société très dispersée. Mais qu'au contraire, à cette force extraordinaire d'une capillarité, d'une proximité dans les communautés partout où on opère. Et pour sentir cette puissance, cette proximité des communautés, il suffit d'aller dans les écoles des quartiers justement prioritaires, où là on est face à des situations humaines qui sont à la fois très dures et très riches. Il suffit de voir justement la valeur que nous créons par les partenariats, comme le partenariat qu'on a ici dans la région, dans le département Rhône et Loire, avec 60 producteurs bio locaux. Il suffit de voir l'impact que nous avons par le sourire des gens de chez nous qui vont accompagner une personne âgée ou une personne handicapée à domicile. Il suffit de vivre l'accueil assez unique en Australie, quand nous débarrons des réunions et que le protocole d'accueil et de reconnaissance des communautés autochtones avec lesquelles on travaille et où nous embauchons aussi des salariés. Et c'est à chaque fois qu'on démarre une réunion là-bas, en Australie, eh bien, il y a ce protocole d'accueil et de reconnaissance qui nous rappelle que ces sociétés autochtones, que ces communautés autochtones, elles représentent l'ancestralité de ces territoires et le fait qu'ils représentent les premiers gardiens de la terre. Alors c'est des moments comme ça, des moments de proximité avec la réalité de la vie, des moments merveilleux, parfois un peu hors du temps, voilà, qui prouvent et renforcent cette puissance que nous avons de proximité humaine dans les communautés. Alors, la croissance dont je parlais, elle est profondément inclusive. Elle se veut profondément inclusive. Parce que d'abord, on donne de l'emploi à de nombreuses personnes qui sont sans qualification. 24%, sur les 34 000 salariés que nous avons en France, 24% sont issus des quartiers prioritaires de la ville. Et un tiers de nos managers, de nos responsables de sites, donc des gestionnaires de petites entreprises, sur tous les sites de nos clients, un tiers d'entre eux sont issus de la promotion interne et de parcours où ils sont rentrés chez nous sans qualification. Alors, ça nous fait dire que, évidemment, on est un ascenseur social. Et en fait, j'ai échangé il y a quelque temps avec le général Pierre de Villiers, dont d'ailleurs je vous conseille de lire le livre « Qu'est-ce qu'un chef ?», qui est remarquable. Et il me disait non, c'est pas un ascenseur social, parce que il parlait de l'armée qui était aussi un ascenseur social, et quelqu'un de ses troupes lui avait dit non, l'armée c'est pas un ascenseur social, c'est un escalier social, parce que oui, c'est vous qui construisez l'escalier, mais celui qui monte les marches, celui qui fait les efforts, c'est moi. Voilà. Et donc je crois qu'on est fiers, nous, d'être aussi un escalier social qui permet des gens de gravir et de progresser. Alors,
Ça rejoint ce que disait Laurence tout à l'heure sur la notion de responsabilité et de contribution. J'espère avoir un tout petit peu éclairé la façon dont on peut voir à la fois notre responsabilité et notre contribution. Mais justement, compte tenu de cette responsabilité, compte tenu de qui nous sommes, qu'est-ce que nous voyons comme l'étape suivante de cette responsabilité? Eh bien, l'étape suivante, c'est d'aider à développer un capitalisme qui soit à mission et qui soit à grande échelle. Parce que on a ici une vraie question de masse critique. Laurence le disait, et ces 83 millions d'actifs gérés, c'est formidable. Et en face de nous, on a des géants qui gèrent des milliers de milliards. Et si on veut faire bouger l'aiguille, il va falloir qu'il y ait de la masse critique. Parce qu'on doit impérativement passer, et vous l'avez dit, de l'ère du ou à l'ère du et, de l'ère du ou de la performance ou du développement durable à l'ère du et, business et sustainability. On ne peut plus opposer les deux notions. Aujourd'hui, les circonstances socio-économiques, les circonstances d'opinion nous obligent à accélérer. Et Sébastien et Marie le disaient très très fort tout à l'heure. Et donc, voilà, cette combinaison des deux, cette réconciliation de ces deux notions, elle est impérative. Impérative. Et moi, je suis convaincu que le changement doit passer par les entreprises et leurs leaders, car nous avons les capacités de faire bouger les lignes. On a des pouvoirs de décision. On est au centre d'intérêts parfois divergents, on est au centre de pression, mais si nous, chefs d'entreprise, n'avons pas une capacité de faire bouger les lignes, alors il faut arrêter de faire ce job. J'ai eu la chance immense, il y a quelques années, d'avoir un déjeuner privé avec Shimon Peres, qui était prix Nobel de la paix. Il disait, vous, les entreprises, vous avez une responsabilité gigantesque, parce que vous pouvez changer le monde. Alors, changer le monde, changer soi-même, bien entendu, hein, j'ai retenu Yves, l'introduction, mais vous pouvez changer le monde parce que vous avez besoin de la paix pour vous développer. Vous pensez long terme, parce que vous pensez à la pérennité de votre entreprise, alors que les gouvernements et les politiques, ils pensent court terme. Et vous pensez au-delà des frontières, alors que les gouvernements et les politiques pensent à préserver les frontières. Et donc, la puissance des entreprises, elle doit être mise, sans détériorer la performance évidemment, mais elle doit être mise au service de cet intérêt général, pour une transformation positive du système, qui est impérative parce qu'aujourd'hui, nous vivons une évolution dramatique d'un capitalisme qui est complètement dénaturé par la surfinanciarisation. Je pense que vous en êtes tous conscients. Et il y a évidemment un décrochage entre les modèles financiers, les marchés financiers, les marchés économiques réels, l'économie physique réelle, mais bon, ça c'est un problème. Mais ce qui est plus grave, c'est que nos modèles actuels, ils génèrent de la surconsommation. Et la surconsommation, elle nécessite même le low cost. Et le low cost, il a deux conséquences graves. Emery en parlait tout à l'heure. Le premier, c'est une surexploitation des ressources de la nature, avec évidemment un effet désastreux sur l'environnement. Je ne vais pas revenir sur ce que disaient Sébastien et Marie. Et le deuxième, c'est un écrasement de l'humain, avec des résultats tout aussi désastreux. Inégalité des revenus, inégalité sociale, inégalité des chances, non-respect de l'humain. Et sur ce mot de respect, j'en profite, je fais une toute petite parenthèse, parce que même si on est dans la nuit de l'économie positive, il y a un truc qui m'inquiète, c'est l'attitude de certains dirigeants de ce monde qui, par la banalisation de l'injure et de la haine dans leurs propos, peuvent générer des conséquences gravissimes dans les sociétés, sur le lien social, sur le respect que nous devons les uns aux autres, si on veut construire une société harmonieuse.
Voilà, et ça m'inquiète. Et je pense que l'exemplarité d'un leader, ou en tout cas la recherche d'exemplarité d'un leader dans le domaine du respect de l'autre, est absolument fondamental si on veut que nos sociétés humaines soient pérennes. Voilà, donc je reviens sur le low cost. Il faut passer d'une société du low cost à une société de la full value. Et donc complètement inverser le système, passer du low cost à la full value. On doit rentrer dans une logique et dans des modèles où on est sur une juste consommation des ressources. Ça reprend la sobriété dont parlait Sébastien, la sobriété de consommation des ressources, et une profonde valorisation des hommes et des femmes de notre monde. Ça veut dire qu'il faut sortir de la logique et des modèles purement financiers et intégrer deux éléments clés. Le premier, c'est justement une profonde revalorisation des ressources et tout particulièrement dans notre métier, dans notre domaine, une revalorisation de la nourriture pour être conscient qu'à chaque instant de ce que nous faisons, la nourriture est précieuse. Précieuse. Si on avait tous de l'or, partout des diamants, on creverait quand même. Donc la nourriture, elle est précieuse. L'eau est précieuse. Et un deuxième élément clé, c'est l'intégration des positivités, l'intégration des intangibles. Et c'est quoi les intangibles? Ce sont toutes ces positivités du quotidien. C'est le sourire de l'aide-soignante qui accompagne un patient. C'est les meilleures conditions de vie qui sont liées à une alimentation durable, saine, durable pour la planète. C'est l'intangible de l'espoir dans les familles défavorisées, qu'avoir un premier emploi, même si on n'a pas de qualification, peut permettre de progresser individuellement et par effet de rebond peut permettre à la famille de progresser. Et cet espoir intangible, il a une vraie valeur de positivité. C'est l'intangible des entreprises qui sont inclusives, qui sont accueillantes, qui sont bienveillantes. Et ça ne se trouve pas dans les règles IFRS, qu'elles soient 12, 14, 15, 16, que sais-je. Et ça, c'est une vraie richesse, cachée, qu'il faut révéler. Alors, ça se traduit chez Sodexo par deux combats forts. Le premier, c'est un combat pour promouvoir l'humain au cœur de tout ce que nous faisons, dans un monde qui est de plus en plus digital, promouvoir la réduction des inégalités, promouvoir, et c'est pas facile, c'est super difficile, promouvoir la diversité, bien entendu. Et c'est un combat qui, pour nous, est beaucoup mené dans les communautés dans lesquelles nous opérons, comme je l'ai dit. Et puis, c'est évidemment revaloriser la nourriture, et notamment chez nous, en réduisant le gaspillage alimentaire. Je prends un tout petit instant là-dessus, puisqu'il ne m'en reste plus d'ailleurs. Hier, c'était la journée mondiale du gaspillage alimentaire. 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année. Un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde est gaspillée. Si tout le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3e pays émetteur de gaz à effet de serre après les États-Unis et la Chine. Il faut faire quelque chose. Et donc le gaspillage alimentaire devrait être pris en compte dans la transition écologique au même titre que la transition énergétique. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, nous, on a pris un engagement, c'est de réduire de 50% notre gaspillage en 2025, parce que je vais vous dire, on a commencé à annoncer, parce qu'il faut de temps en temps, il faut montrer comment on n'est pas beau, parce que quand on montre qu'on n'est pas beau, ça fait progresser. Et donc, j'ai sorti, il y a quelques semaines, les chiffres. Voilà, nous, dans notre écosystème, dans notre activité, on gaspille 117 milliers de tonnes de nourriture chaque année. Alors, je peux vous dire que quand vous sortez ce chiffre-là, vous avez un vrai moment de solitude. Mais en même temps, ça vous oblige à bouger. Et puis, en faisant ça, ça va un peu obliger aussi, probablement, j'espère, les autres acteurs à publier aussi leurs chiffres, et puis tout le monde va s'y mettre, parce que quand même, je le disais l'autre jour dans une conférence aux Nations Unies, quand vous sortez ce chiffre-là, vous avez un peu l'impression d'être tout nu sur scène. Et donc, vous avez vite envie de vous rhabiller, c'est-à-dire de faire baisser le chiffre.
Alors, ça, c'est un effort qu'on ne fera pas tout seul, on le fera avec nos fournisseurs, avec nos clients, avec nos consommateurs. On disait ça commence par soi. Combien de fois cette semaine j'ai trop pris dans mon assiette et j'en ai laissé la moitié, le tiers, le quart? Question qu'on peut se poser tous les jours. Ça commence par nous. Confère l'intro de Yves. Voilà. Alors, j'en terminerai juste pour dire qu'effectivement, on est là aussi pour agir, mais aussi pour éveiller les consciences de nous, consommateurs. Dans une tribune récente, j'appelais à mettre fin au diktat du seul ROI financier pour inventer un nouveau indicateur, le Return for People and Society. Return for People and Society. Parce qu'il est temps d'abandonner le monde de Milton Friedman pour inventer un autre monde dans lequel les comportements vertueux des entreprises seront reconnus par la création d'une valeur vraiment sociale et environnementale. Parce que si on veut éviter le pire des déserts qui s'annoncent, c'est le désert d'humanité, alors on a intérêt à faire bouger rapidement les lignes. Voilà, et je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez aussi envie de faire bouger les lignes, et c'est le fait d'être présents tous ensemble, et puis de bouger après, d'agir, qui fera qu'on va vraiment faire bouger les lignes. Voilà, merci à vous tous. Merci. Merci, mon cher Denis, pour ces moments de vérité. Si tu le veux bien, dans les 7-8 minutes qui nous restent, question courte, réponse courte, si tu veux bien. Yes, sir. Question difficile, on va démarrer par ça. Quel est le juste niveau de profit, selon toi? On va reparler avec Fred, notamment Frédéric, la notion de justice ou de justesse. C'est quoi le profit juste pour une entreprise? Ça, c'est la question la plus dure qu'on peut se poser. Ouais. Parce que c'est là justement où les intérêts des parties prenantes divergent. Hein? Je vais vous donner un exemple de divergence. On distribue chaque année à plus d'1 millier de salariés ce qu'on appelle des actions de performance. Et parce que pour associer nos salariés au succès. Et on distribue pas qu'au top 10, voilà, plus de 1000 salariés, des méritants. Et j'ai un investisseur qui m'a dit c'est une erreur grave. Tu devrais tout prendre et laisser 10% au directeur financier. C'est ça que le conseil d'administration devrait faire. Ça revient à la répartition de la richesse. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas répondre à cette question-là. Ce qu'on essaie de faire, c'est trouver le juste équilibre entre justement les exigences de nos investisseurs, ce dont nos salariés ont besoin, ce qu'on arrive à vendre à nos clients, parce que dans les clients, il y a aussi les adeptes du low cost, hein, c'est aussi eux qu'il va falloir rééduquer. Et nous les premiers aussi, dans certaines actions de notre supply chain, on est dans le low cost, et ça pose problème. Merci Denis. Quelles sont les 3 qualités, d'après toi, fondamentales d'un leader pour aller vers l'entreprise vertueuse, for good? Si tu devais en donner 3. Alors, je le relierais finalement aux trois valeurs qu'on porte. À nouveau, notre fondateur, Pierre Bellon, il a inscrit, et ça c'est son plus grand succès à mon sens, c'est d'avoir gardé ces valeurs tout au long de l'histoire, malgré les grosses acquisitions qu'on a pu faire, mais de garder cette colonne vertébrale des valeurs. L'esprit de service, l'esprit de progrès et l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, ça veut dire on pense au bien commun, aux autres, avant de penser à soi-même. Et ça, je pense que c'est une qualité fondamentale. L'altruisme, penser aux autres, penser plus large que son nombril. L'esprit de progrès, c'est aussi, je le relierai à ça parce que l'appel vibrant qu'ont lancé Sébastien et Marie, qui nous touche évidemment, si on est là, c'est parce que ça nous touche, la réponse, elle n'est pas du tout évidente. Pas du tout évidente, parce que c'est compliqué, on ne transforme pas un système qui a des...
qu'il y a des résistances, qu'il y a des forces, j'évoquais la surfinanciarisation, qu'il y a des forces incroyables contre lesquelles il faut lutter. Et donc, ça se fait dans le temps, il faut avoir de la conviction et se dire que l'excellence, on ne l'y sera pas, mais le progrès, on peut y arriver. Et puis l'esprit de service, eh bien, c'est se mettre au service de l'autre. C'est aussi cet altruisme qui est nécessaire, je pense, pour aller vers le for good. Merci, Denis. Allons un peu plus en profondeur, parce que c'est aussi le but dans la personnalité de nos leaders. Jusqu'où tes valeurs, tes convictions personnelles peuvent et doivent influer sur la vision corporate de l'entreprise que tu diriges? Jusqu'où elle est? Alors c'est un peu particulier parce que, comme tu l'as vu et comme je pense que vous l'avez compris, moi je suis arrivé il y a 12 ans dans cette société magnifique. J'avais déjà une carrière avant. Et cette entreprise, elle a elle a à nouveau cette colonne vertébrale, cette mission très forte, ces valeurs très fortes. Et donc, mes convictions personnelles, elles ont intérêt à être alignées avec ça, sinon je ne vais pas rester longtemps dans mon siège. Et je n'aurais pas été choisi il y a 20 mois pour prendre la succession de Michel Andel, qui avait été directeur général pendant 12 ans, lui-même succédant à Pierre Bellon, le fondateur. Donc, je crois que là, au départ, il faut que les convictions personnelles soient en alignement quand l'entreprise elle a déjà une colonne vertébrale très forte. Après, il y a des entreprises qui font leur conversion. Voilà. Il y en a qui, sous justement l'impulsion d'un dirigeant qui y croit fort et qui se dit, c'est clair, on ne peut pas continuer comme ça dans le mur. Et l'exemple du trader était remarquable. Il a fait sa conversion. Voilà. Il y a des chefs d'entreprise qui, soit parce qu'ils arrivent dans une nouvelle entreprise, soit parce qu'ils prennent conscience, alors eh bien, ils vont se mettre à transformer. Donc là, effectivement, il faut avoir le feu en soi. Mais voilà, et ça, sinon, si on n'y arrive pas, il y a tellement de force contre cela. Contre cela. Je te cite un tout petit exemple, rapide. Dans la stratégie, quand je suis arrivé, j'ai fait 4 piliers assez simples de la stratégie. L'efficacité opérationnelle, la centricité client-consommateur, les talents, nourrir nos talents, faire grandir nos talents, et le 4e, ancrer la responsabilité sociétale encore plus profondément dans l'entreprise. 4 piliers, c'est assez simple. Dans les roadshows financiers qu'on fait, tous les 6 mois, quand on annonce nos résultats, et qu'on rencontre nos investisseurs, avec l'immense majorité d'entre eux, même ceux qui expliquent que maintenant ils vont investir dans le durable, j'ai des questions sur les 3 premiers piliers. J'en ai pas une sur la responsabilité sociétale. Voilà. Donc il y a encore un peu de chemin. Il y a des forces adverses, donc il faut avoir vraiment une conviction très forte. Absolument. Allez, deux dernières questions, pas forcément les plus simples. Quels sont tes 3 conseils pratiques que tu pourrais donner ici à l'Assemblée pour aller vers l'entreprise à mission, l'entreprise pour le bien commun? 3 conseils simples, tu dirais quoi? Alors la première, à nouveau, je reviendrai, c'est avoir le feu. Il faut avoir le cœur bien accroché, être absolument convaincu pour emmener d'abord ses équipes, tout le monde n'est pas forcément convaincu, et puis ses parties prenantes, ses actionnaires, ses investisseurs, etc. Donc avoir la conviction chevillée au corps. Le deuxième, je pense que c'est d'être accroché au terrain, à la réalité du quotidien. Il ne faut pas être perché. Parce que d'abord, aller vers le for good, c'est pas un truc à côté, vous l'avez compris, on l'a dit, c'est en dedans, c'est un business qu'il faut transformer de l'intérieur. Et donc, il faut comprendre cette réalité de terrain. Et pour moi, ça veut dire aussi aller, par exemple, sur les sites, rencontrer, discuter avec le plongeur, discuter avec le cuisinier, discuter avec la personne qui fait le ménage, comprendre la réalité de ce qu'ils font. Parce que si on ne comprend pas ça, on est hors sol, on est déconnecté et ça ne marche pas. Et puis la troisième, c'est qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Donc je pense qu'il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. Dans le gaspillage alimentaire, on travaille avec des start-up. Too Good To Go, que vous connaissez probablement, l'InPass pour réduire le gaspillage, etc. Voilà, c'est avec des start-up qu'on arrive à accélérer ce mouvement. Allez, quelle est ta raison d'être sur Terre? Voilà, 56 secondes. 53 maintenant. Peut-être 2 choses. La première, c'est servir. En fait, dans ma carrière, j'ai fait, à part 2 ans dans l'industrie, j'ai fait plein, je dirais pas combien, plein d'années dans le monde du service. Donc je crois que c'est servir l'autre, servir. Je conçois mon rôle comme un rôle de servant leadership. Je suis au service de l'entreprise, de ses salariés.
je suis là pour les aider. Servir une cause qui nous dépasse. Et je crois que la mission de Sodexo, bien sûr, elle me dépasse complètement. Et servir cette cause, être une cheville ouvrière, voilà, je crois que c'est ça ma raison d'être. Et je rajouterais peut-être un point, être digne. Je fais une anecdote, il me reste 10 secondes, une anecdote. Je suis issu d'une famille, une partie de l'industrie du textile à Reims du temps du 19e siècle où le champagne était moins prolifique et le textile beaucoup plus important. Et j'ai retrouvé il y a quelques années, il y a 15 ans, une chronique d'un chroniqueur à Reims du milieu du 19e qui disait que ma famille avait, à l'époque, les gens, on les payait. Quand ils bossaient, il n'y avait pas de travail, on les payait. On ne les payait pas. Et puis, quand ils revenaient travailler, quand il y avait du boulot, puis il n'y avait pas de contrat. Et que ma famille avait payé tous les salariés de l'entreprise pendant toute une période où il n'y avait pas eu de boulot. Et je pense que voilà, ça vous oblige aussi. Je suis un peu héritier de ça. Voilà. Wow. Allez.